J'avais travaillé pendant une quinzaine d'années avec Pierre Grimblat. Je savais que Didier Decoing, qui est une grande personnalité de la fiction, était en train de partir. Et c'était Louis Berriot, qui était le directeur des programmes, qui faisait l'intérim de la supervision de la fiction. La fiction de France 2 était une fiction qui était bien structurée, qui avait 3 soirées de prime time avec un nombre de 32 à 35 films inédits par an. La seule chose que j'ai demandé à côté, c'était la possibilité de réfléchir à mettre en place des 52 minutes. Il m'a dit oui. Je pense qu'il y a eu d'ailleurs un petit malentendu, mais très petit, qui était que moi, je voulais mettre en place les fameux 52 minutes feuilletonnants qui étaient ceux que j'appréciais en tant que spectateur, qui étaient les productions de Steve Bochco, c'était celle de Michael Crichton, c'était Urgence, c'était Hill Street Blues, c'était L.A. Law. Et Cotet a compris que c'était peut-être une façon nouvelle de raconter les histoires, mais s'il y avait une chose aussi qui l'intéressait, c'était le fait qu'il y ait de la pub entre les 52 minutes. Donc c'était une façon de rajeunir l'éventail des spectateurs, de s'adresser à des spectateurs plus jeunes, et c'était aussi une façon d'avoir une publicité, et une publicité plus efficace. Pour le reste, je dirais que les directeurs de la fiction de l'époque étaient, excusez-moi de la prétention, des personnalités qui venaient de l'extérieur. Quand je dis des personnalités, ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, hein, ça veut dire que nous avions chacun des antécédents qui faisaient que nous avions une vie propre. Moi, j'avais dirigé une grosse boîte pendant 15 ans. Decoing avait reçu un prix Goncourt. Claude Barma était un réalisateur très connu. Claude de Givray avait été le scénariste de Truffaut. Moi, j'avais, je dirais, la réputation d'être quelqu'un d'assez autonome et qui aimait les programmes qui faisaient grand public, mais qui, en même temps, apportaient à chaque fois quelque chose d'un tout petit peu novateur. Ça voulait dire que, d'une certaine manière, je m'inscrirais dans une ligne éditoriale qui était celle de la chaîne, mais que j'aurais une certaine autonomie de décision. Alors, j'avais une idée très précise de ce que je voulais, qui correspondait assez bien à ce que je trouvais. C'est-à-dire que, je parle des premières parties de soirée, du prime time, le lundi, c'était les grandes fictions romanesques, qui étaient beaucoup construites autour de 6 à 7 épisodes de mini-séries, entrecoupées de mini-séries de 2 ou 3 épisodes et de aussi quelques unitaires assez exceptionnels. Donc il y avait 4 grands feuilletons par an. Le mercredi était composé déjà de films qui étaient extrêmement intéressants, dont s'occupait Pruneberge. Et c'était des films qui s'adressaient souvent à un public très féminin, parce qu'à l'époque, TF1 avait les matchs de foot le mercredi et des divertissements qui étaient Jean-Pierre Foucault. Donc nous avions la place de faire des films gonflés, je dirais, pour le public féminin qui abordaient tous les thèmes de la société. Et nous avons commencé à mettre en place des héros récurrents qui sont venus s'ajouter aux 2 qui existaient. 2 héros qui étaient l'Instit et qui étaient Madame le Proviseur. C'est comme ça que nous avons mis au point La Kiné, les Monos, qui au départ étaient peu comédies, mais qui étaient des films où les gens parlaient mal. Hein, ils parlaient comme dans les banlieues, parce que nous pensions que pour être entendu des gens qui sont dans les banlieues, il faut mieux parler comme les gens dans les banlieues et ne pas avoir un discours d'académicien. Alors on m'avait dit, l'académie va râler. Je lui ai dit, mais quel râle, c'est pas très grave au fond. Hein. Je veux dire, il va y avoir 2 ou 3 articles, ça va se calmer. Et puis, il y avait le vendredi un grand trou, parce que il y avait une politique qui avait été mise en place par Louis Berriot, qui consistait à faire sur les 30 soirées du vendredi, 18 policiers et 12 comédies grinçantes.
Là-dessus, nous avons eu besoin de 10 minutes, Jean-Pierre Cottet et moi, pour dire on ne va pas faire un patchwork comme ça, les gens n'y s'y retrouveront pas. On a condamné les comédies grinçantes, avec ou sans regret, ça n'a aucune importance, pour nous focaliser sur du policier. En un an, on a amené PJ à l'antenne. En 18 mois après mon arrivée, ou 22 mois, il y avait Avocats et Associés qui étaient à l'antenne. Les distributions étaient composées de comédiens qui n'étaient pas forcément connus. Il y a eu cette nouveauté du ton qui était employé. Il y a eu cette nouveauté de programmation qui n'a plus été malheureusement poursuivi, qui était que après PJ, il y avait Avocat, après Crime en série, enfin, il y avait des 90 minutes qui alternaient avec des 52 minutes, il y avait un foisonnement que je crois la fiction aujourd'hui ne propose plus sur France 2 pour une raison qui est liée à l'équipe précédente de celle de Pfimelin. C'est quand on a décidé de faire 2 soirées au lieu de 3 sur France 2 et d'augmenter le nombre de fictions sur France 3, on a perdu la possibilité d'avoir une offre extrêmement abondante qui, par son abondance, permet de faire des choses plus diverses et gonflées. Le seul point sur lequel je n'ai pas pu tenir les engagements de définition de contenu que nous avions, c'était concernant le lundi, parce que nous ne trouvions pas les 4 grands feuilletons qui étaient suffisamment forts pour s'ancrer dans une fidélisation de l'audience. Et nous avons commencé à faire beaucoup plus de mini-séries de 2 ou de 3 épisodes, et toujours quelques unitaires. Vous êtes obligé de pouvoir constituer une équipe de gens dans lesquels vous avez confiance et qui adhèrent facilement aux ambitions que vous avez. France 2 faisait 35% de la fiction nationale. Donc nous étions soumis à des pressions énormes. On faisait de 100 à 110 films par an. J'ai donc demandé à Jean Bigot, qui travaillait avec moi, avec lequel je travaillais chez Hamster, de me rejoindre. Thomas Anargyros, qui était un des autres producteurs, nous en avions 4 chez Hamster, a souhaité venir m'accompagner. Et puis, il y avait Alexandra de Broca, qui était à France 2, qui m'a dit qu'elle voulait plutôt partir. Elle est partie au bout de 6 mois. Jean-Pierre Cottet m'a demandé de prendre Perrine Fontaine. Je ne la connaissais pas. Je l'ai vue. On s'est entendu. Ça s'est très bien passé. Et je n'ai jamais eu à le regretter. Donc, on a surtout fait une équipe qui pouvait être cohérente et à laquelle j'ai demandé d'avoir des convictions, de défendre leurs convictions, tout en sachant qu'il y aurait une couleur éditoriale qui serait donnée par le directeur de la fiction en harmonie avec le directeur de l'antenne. Il faut trouver un juste équilibre entre des conseillers de programme qui ont envie de défendre des points de vue et qui en même temps sont d'accord de travailler dans la direction qui est donnée par la chaîne. Ma satisfaction, j'aime pas le mot fierté, est que 4 des 6 conseillers de programme sont devenus directeurs de la fiction par la suite. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient les capacités d'être eux-mêmes des personnalités. Nous avions évidemment des rapports avec les gens des études. Pour moi, ce sont des gens qui sont formidables parce qu'ils vous amènent beaucoup de connaissances. Ils vous amènent des connaissances sur des problèmes que vous n'avez pas quand vous êtes producteur ou auteur ou réalisateur. Mais ce sont des gens qu'il faut écouter et auxquels il faut parler avec beaucoup de liberté d'esprit parce que étant donné qu'on est dans un métier dans lequel il y a répétition, obligatoirement, la télévision répète. Si vous n'écoutez que les études, vous n'aurez pas de possibilité de faire quelque chose de nouveau, parce que les études se rapportent malheureusement à des études de cas passés.
Moi, j'ai demandé beaucoup aux amis qui s'occupaient des études d'être plus prospectifs, de me dire qu'est-ce que vous sentez comme besoin dans la société aujourd'hui. Si j'ai un regret aujourd'hui, j'en ai beaucoup d'autres, à propos des années que j'ai passées à France 2, c'est d'avoir négligé, de voir des gens qui à l'époque étaient Boris Cyrulnik, des penseurs de la société, parce que c'est eux qui nous font comprendre où va la société. Et puis ensuite, on décante et on commence à réfléchir à ce que l'on veut faire. Et donc, les études, comme les directions des programmes, sont des gens extrêmement utiles à partir du moment où vous avez votre autonomie de pensée. Nous ne nous sommes pas interdit des sujets. Nous avions des longues discussions sur tel sujet, trop noir, vraiment plombé, pourquoi faut-il que tout soit si pessimiste? Oui, non, certains le défendaient avec beaucoup de passion, mais la censure, non. Et je pense, pardon, je répète, sur la censure, tout dépend de sa détermination. J'étais très en confiance avec Eric Stemlen, qui était le directeur de la programmation et qui est une personne avec laquelle j'ai beaucoup aimé travailler parce que à la programmation, il y avait quelqu'un qui, avant d'être programmateur, était plutôt poète. Et c'est très très important de pouvoir parler avec des gens qui n'ont pas simplement un aspect ça va marcher, ça va pas marcher. Alors j'allais lui demander des points de vue. Alors on me disait, mais si tu laisses la programmation rentrer dans le domaine de la fiction, tu es foutu. Je dis non, je ne suis pas foutu. C'est pas parce que je pose une question que je suis obligé de tenir compte de la réponse. Il y a des films dont les ingrédients sont tels qu'on peut se dire qu'ils ont de fortes probabilités de rencontrer le public. Bon, il faut bien se rendre compte que plus une histoire est rassurante, plus elle risque d'attirer les gens. Je pense que les gens font des choix de regarder un programme en fonction de l'odeur qui se dégage du programme. Alors, les 3 lignes de Télé 7 jours ou de Télérama suffisent pour se faire une opinion. On voit très bien ce que ça va être. Le plus important, c'est le choix du sujet et la façon de le traiter. Ensuite, il y a le casting et éventuellement la réalisation. Mais faisons attention à la réalisation parce que la réalisation, c'est un ensemble d'éléments dont la totalité donne une couleur. Mais c'est pas parce qu'un film est bien réalisé, ça veut rien dire bien réalisé. Ça veut dire quoi? L'image est belle, mais l'histoire est mauvaise, c'est peut-être bien réalisé, c'est donc pas un film. Bon, c'est un film qui est techniquement bien fait. C'est le scénariste, accompagné par le producteur, qui est le point de départ. Mais les personnes qui sont à la base d'une histoire, qu'ils soient auteurs, producteurs, donnent une couleur. Et ensuite, en ce qui concerne le choix des réalisateurs, c'est difficile, c'est très difficile parce qu'il faut être honnête, il y a des réalisateurs auxquels on aura peur de confier certaines réalisations qui sortent de ce qu'on leur a vu faire et qui peuvent très bien vouloir faire des choses différentes. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas la fibre romanesque. Est-ce qu'il faut pour autant leur interdire de le faire? Comment le savoir? C'est exactement comme vous faites des castings. Oui, non, on a vu Dugenou dans tel rôle. Moi, on m'a demandé de ne pas prendre Roland McDan dans un rôle sérieux, en disant wow, les comiques à la télévision qui font des rôles de gens sérieux, ça peut pas marcher. Alors on dit, bon, Bourvil, machin. Et puis, on a fait le début du renouveau de la carrière de McDan. Alors, il y a des jours où ça réussit, il y a des jours où ça rate. C'est comme ça. Mais a priori, moins on met les mains dans la pâtée que l'on prépare, plus on laisse le producteur s'en occuper, mieux
c'est parce que le diffuseur doit avoir un rôle qui n'est pas celui de considérer que le producteur est son homme à tout faire. En rassurant, on tranquillise, on ferme. En éveillant, on pique. Alors il ne faut pas trop piquer, mais il faut piquer. Je pense que c'est vraiment la première mission des films sur un service public, et c'est pour ça que je trouve qu'un bon film est un film qui pose des questions et qui ne rassure pas sur le fait qu'il y a une vérité et une réponse univoque. Moi, si j'ai une satisfaction que je tire de mon passage à France 2, c'est d'avoir passé de l'Instit, qui était un personnage des années 80, 90, à des personnages qui sont plus complexes, parce que l'Instit, il avait toujours la bonne réponse. Et moi, je pense qu'au moment où on a toujours la bonne réponse, on endort le spectateur. Quand on endort le spectateur, on favorise le poujadisme et on favorise l'éclosion de la médiocrité. Pour être citoyen, il faut savoir comment juger. Et pour savoir comment juger, il faut avoir le choix. Donc, quand on est dans des programmes qui vous donnent la réponse, ça veut dire qu'il n'y aurait qu'un choix. Je ne supporte plus les politiques qui vous disent « il n'y a qu'une façon de… » Très bien, c'est la négation de notre démocratie. Je pense que les échecs, c'est plutôt les films qui nous ont déçus et qui viennent… quand il y a une ambition de contenu, rater cette ambition de contenu. En revanche, quand on fait une série qui rencontre moyennement son public, on est déçu. Nous avions une habitude qui était de dire à telle part d'audience, pour l'audience, on est content. En dessous d'une certaine part d'audience, on se dit où nous sommes-nous trompés. Mais je demandais toujours à tout le monde, et je crois qu'il y a des gens qui continuent à faire ça, de ne pas changer d'avis sur ce qu'est un film en fonction de son audience. Il peut ne pas avoir rencontré le public. Si j'ai aimé un film, j'appelais le réalisateur avant, je lui disais « j'ai aimé ton film ». Et qu'il marche ou qu'il ne marche pas, je garderai cette image que j'ai aimé ce film. Et puis, il y a 2 ou 3 films que j'ai trouvé absolument difficiles à signer, que l'on fait. Je ne les citerai pas par charité chrétienne, mais il y a des films dont j'ai eu… c'était un peu dur à assumer. Alors, ils se font pour des tas de raisons que je n'exprimerai pas ici, mais qui font que la vie n'est pas toujours non plus un tapis de rose et qu'il faut bien faire plaisir à l'un, il faut faire plaisir à l'autre, au producteur qui a des connexions, machin, etc. C'est la vie, c'est pas très douloureux tant que l'essentiel est préservé. Je pense qu'il y a une grande difficulté, c'est de savoir comment parler à un public de moins de 50-55 ans et en même temps à un public de plus de 50 ans. Alors la France est un pays assez âgé, donc on trouve des bons chiffres d'audience avec des publics âgés. Et donc on se dit, est-ce que la fiction a comme seul but, en particulier dans les chaînes publiques, d'être contributive à l'audience de la chaîne sur laquelle elle est diffusée? Je pense que c'est mal posé la question. Et je pense que c'est le point de départ d'une ambiguïté, pour ne pas dire d'un malentendu, en disant, au fond, à partir du moment où la fiction est au-dessus par son score du score moyen de la chaîne, ça va. Je pense qu'il y a des pays qui aujourd'hui ont découvert des systèmes économiques qui font que vous pouvez avoir des fictions sur lesquelles on ne repose pas tout l'équilibre de l'audience de la chaîne. Quand vous avez aux États-Unis, qui a une structure très particulière que nous n'aurons jamais en France, une série qui fait 9 ou 10% sur ABC et qui s'appelle American Crime et qui est extrêmement innovante, ça remplit son rôle. On n'est pas obligé de faire 15 ou 17. Pourquoi, en France, considérons-nous que seule la fiction doit être au-dessus de la moyenne de la chaîne? On ne demande pas ça
ni au documentaire, ni au magazine. On dit Madame Sublet est à 10% formidable, la moyenne de la chaîne est à 14%. Et elle a combien? 40 semaines à peu près pour faire la preuve que son émission peut marcher. Donc on donne à la fiction aujourd'hui une responsabilité qui ne devrait pas être la sienne. Quand vous voyez en Angleterre des séries qui sont faites comme Hit and Miss avec Chloé Sevigny, qui sont faites comme Luther, ce sont des fictions qui sont extrêmement dérangeantes, qui font pas des gros scores d'audience. Il se trouve que l'Angleterre, qui n'est ni plus pauvre ni moins pauvre que la France, réussit à les faire, et réussit à les faire pour que l'ensemble du système soit à peu près cohérent économiquement. J'espère que nos amis conservateurs en Angleterre ne vont pas ruiner tout ça en faisant diminuer trop fortement la redevance, parce que c'est quand même ce qui s'est passé en France, où on demande à la fiction de tirer l'audience vers le haut, alors qu'on ne lui donne pas les moyens financiers de faire une fiction qui soit différenciée. Le fait qu'il y ait si peu de travail, puisque nous sommes dans un pays dans lequel la masse de fiction est en diminution constante, ce qui est une absurdité, c'est simplement inexplicable, fait que tout le monde a un peu peur. On est tous dans des phénomènes de peur. Je crois que sans prise de risque, il ne peut pas y avoir de renouvellement. Quand on entend que France 3 doit être la chaîne du patrimoine et des territoires et que France 2 doit être la chaîne fédératrice, je me dis, les deux chaînes vont couvrir le même espace, la satisfaction d'un public âgé. Donc je pense que pour faire des programmes intéressants, il faut spécialiser plus les chaînes. Il faudrait que l'une, l'autre des chaînes, je ne suis pas responsable des chaînes, puisse faire des films plus pointus. Je suis frappé parce que j'ai entendu quelqu'un me dire on n'a plus besoin de rien, nous, on recommence nos séries, voilà. On n'a pas beaucoup d'envie que vous pourriez satisfaire vos producteurs. Alors changeons des gens qui ont ce genre de discours, parce que si les gens n'ont pas faim, ils ne peuvent pas faire une télévision qui se remette en cause. Aujourd'hui, on a tendance à faire des programmes qui s'adressent tous au même public. France 2 essaye de rajeunir un peu le sien, y parvient parfois, mais je pense qu'il y a toujours un problème en France, c'est le fait qu'on ait peur de choquer la morale. Et je pense que c'est à travers des transgressions équilibrées, mais des vraies transgressions, que l'on arrivera à faire une fiction qui soit à la hauteur ou comparable à celle des autres pays.